Bonjour et bienvenue au Régional, votre émission d'information locale de la vallée du Richelieu. Cette semaine, à l'émission, Céline Cossette, comédienne. Marie-Philippe Dufaux, professeure de yoga pour discuter de la Journée internationale du yoga. Jérémy Letellier, président de UPA de la Montérégie sur la campagne sur le RPA. Magali Taillon, mairesse de McMasterville. Consultation publique de la ville de Saint-Jean-Baptiste. Et Pietro Mancini, le gars fiable. je m'appelle Eve-Maude White-Ulysse et je serai votre animatrice pour cette édition du Régional. Bonne émission! Commençons l'émission avec nos actualités de la semaine. À Belleuil, Mont-Saint-Hilaire et Saint-Hubert, 4 personnes ont été arrêtées vendredi à la suite d'une importante opération policière menée par la Régie intermunicipale de la police Richelieu-Saint-Laurent. 4 perquisitions ont permis la saisie de cocaïne, de crack, de cannabis, de hashish, de comprimés de méthamphétamine, de cigarettes de contrebande, d'un taser électrique ainsi que de près de 750 $ en argent comptant. Les suspects ont été libérés sous promesse de comparaître à une date ultérieure. Cette intervention s'inscrit dans le cadre du programme Accès Cannabis qui vise à lutter contre le marché illégal de stupéfiants partout au Québec. Du côté de Chambly, la ville termine l'exercice financier 2025 avec un surplus de près de 437 000 $. Les résultats financiers dévoilés cette semaine témoignent d'une gestion qualifiée de rigoureuse par l'administration municipale. Les revenus liés aux droits de mutation immobilière, à la cour municipale et aux transferts gouvernementaux ont dépassé les prévisions, tandis qu'un contrôle serré des dépenses a permis d'économiser plus de 370 000 $. En parallèle, plus de 26 millions de dollars ont été investis dans différents projets d'infrastructure, notamment la nouvelle caserne d'incendie, des améliorations au parc et des travaux routiers. Toujours dans la vallée du Richelieu, la MRC rappelle aux citoyens que depuis le 1er juin, les sacs de plastique ne sont plus acceptés lors de la collecte des résidus verts. Cette mesure vise à réduire la contamination et à améliorer la qualité du compost produit à partir de matières recueillies. Les résidus verts doivent désormais être déposés dans des sacs de papier, des contenants rigides ou des bacs identifiés à cet effet. La MRC invite également les citoyens à placer leurs contenants en bordure de la rue la veille de la collecte ou avant 7 heures le matin le même jour. Dans une autre ordre d'idées, les organismes et municipalités de la région sont invités à déposer des projets dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés. L'initiative vise à soutenir les participations sociales, l'inclusion et le mieux-être des personnes âgées dans les communautés. Les promoteurs intéressés peuvent dès maintenant consulter les critères d'admissibilité et les modalités de financement auprès de Services Canada. Les responsables espèrent voir émerger plusieurs projets favorisant la qualité de vie des aînés de la région. Du côté de Saint-Basile-le-Grand, le Festi-Planche sera de retour le 20 juin prochain au planchodrome du Parc du Ruisseau. Pour cette 5e édition, les visiteurs pourront assister à des démonstrations de planchistes expérimentés ainsi qu'à des compétitions amateurs. Plusieurs activités familiales sont également prévues, dont des jeux gonflables, de la réalité virtuelle, du maquillage, de la musique et la présence d'un DJ. L'événement est gratuit et accessible aux personnes à mobilité réduite. Et finalement, selon un récent sondage de la CAA Québec, les Québécois prévoient consacrer en moyenne 2 095 $ à leurs vacances estivales cette année, soit un montant similaire à celui de l'an dernier, malgré la hausse du coût de la vie. Plus de la moitié des répondants affirment que le prix élevé de l'essence influence leur plan de voyage, tandis que 60 % disent devoir revoir leurs vacances en raison de l'inflation. Le Québec demeure la destination privilégiée des vacanciers, alors que seulement 4 % des répondants prévoient se rendre aux États-Unis cet été. Voilà, c'était votre tour de l'actualité de la vallée du Richelieu. Aujourd'hui, j'ai la chance de m'entretenir avec Céline Cossette, une comédienne pour le Théâtre Déchaîné. Bonjour, Madame Cossette. Oui, bonjour.
Donc, aujourd'hui, on est ici pour discuter d'une pièce qui sera présentée au Théâtre Déchaîné, qui traite de sujets qu'on n'a quand même pas l'habitude de voir normalement. Oui, en fait, la pièce s'appelle, «Parlez-moi d'amour». C'est pas une pièce qu'on va retrouver dans des théâtres traditionnels. On joue, dans des résidences pour personnes âgées, dans des centres, socio-communautaires, pour, amener aux gens le sujet de la maltraitance financière et de la fraude amoureuse chez les aînés. Est-ce que c'est quelque chose qui est quand même plus courant qu'on le pense, ce genre de situation? Oui, et ça peut toucher pas nécessairement juste les aînés comme tels, autant les hommes que les femmes, mais ça reste un sujet, quand même assez tabou où, les gens ont de la difficulté à en parler de cette situation-là. Et très souvent aussi, ce que les gens vivent, c'est des situations un peu grises, là. C'est jamais nécessairement blanc, noir. On est dans un cas de maltraitance, aussi clair que ça. Et avant de prendre conscience qu'on se retrouve dans une situation difficile qui ne devrait pas être, ça peut prendre un certain temps, puis il peut y avoir un certain déni de ces situations-là. Et c'est pour ça que finalement, les partenaires qui ont commandé cette pièce-là au Théâtre des Chénies, on parle ici de la FADOC de l'île de Montréal, le plan gouvernemental contre la maltraitance, Infocrime et le service de police de la ville de Montréal, ont voulu passer par le théâtre pour justement arriver à parler, parce que par des conférences, de la publicité, on ne semblait pas que les gens réagissaient beaucoup puis faisaient des plaintes. Ils savent très bien qu'il y a beaucoup plus de cas que de retours au niveau du service de police ou des organismes euh, comme tels. Donc, c'est pour ça qu'ils ont fait la commande de cette pièce-là. Pensez-vous que la pièce aide à peut-être enlever de la honte et même déstigmatiser un peu la situation pour certaines personnes qui pourraient en être affectées? Euh, Totalement. Et c'est toujours avec plaisir qu'on reçoit comme retour qu'une fois qu'on a joué la pièce, il reçoit beaucoup plus d'appels téléphoniques, les gens veulent en parler. Et après la pièce qui dure environ 1 heure, on a toujours une discussion avec les gens pour lesquels on a joué et ça leur permet de témoigner, ça leur permet de parler de leurs sentiments. Des fois, il y a des gens qui sont très touchés parce qu'ils ont vécu des choses comme ça, où il y a des proches qui ont vécu des situations. Euh, tu sais, des fois, quand ça touche la famille, nos enfants, c'est pas quelque chose qui est facile. Et les gens réalisent que très souvent, c'est la honte qui va les empêcher d'en parler. La honte de s'être laissé prendre dans ces éléments-là. Donc, on incite beaucoup les gens à, dès qu'on se sent mal dans une situation, c'est d'essayer d'en parler, de trouver quelqu'un à qui en parler. Souvent, ce n'est pas les proches. Donc, ils peuvent faire appel au service de police, un organisme comme la FADOC, et eux, très souvent, vont simplement les mettre en contact avec d'autres organismes qui vont pouvoir les aider. Mhm. Et très souvent, on se dit, bon, ben, je ne vais pas appeler la police, je ne vais pas vraiment faire une plainte. Mais ce n'est pas parce qu'on appelle la police qu'une plainte va être déposée. Faut juste parfois juste être outillé. Même, il y a une ligne téléphonique, sur la maltraitance où on peut simplement les appeler en dire: «Je ne sais pas si je suis dans un cas de maltraitance, mais il y a des affaires avec lesquelles je ne suis pas confortable. Pouvez-vous m'aider à voir plus clair là-dedans?» Et Donc, oui, allez-y. ben, c'est ça, les gens, en parlant, vont être capables de se sortir d'une situation qui est parfois très inconfortable. Puis, vous l'avez dit, la pièce sert un petit peu de pont entre les personnes aînées, puis la recherche d'aide par rapport à ces situations-là. Avez-vous reçu des témoignages que vous pourriez nous partager pour inviter les gens à venir vous voir, des témoignages de gens à qui ça l'a réellement touché, réellement aidé? Ben, je me rappelle d'une situation où on venait de terminer justement le cas de la fraude amoureuse et où une dame, très spontanément, nous a dit: ben moi, j'ai vécu ça, la fraude amoureuse. Et elle nous dit: j'étais un petit peu surprise de vous en parler parce que c'est pas quelque chose que je partage d'habitude, mais dans ce contexte-là, euh, j'ai besoin de vous dire que ça peut arriver puis que c'est des choses qui sont difficiles. Souvent, dans la fraude amoureuse, il y a
les gens ont perdu de l'argent, mais le plus souvent, c'est de faire le deuil de l'amour parce que ces gens-là ont vraiment aimé et souvent dans les discussions qu'on a aussi avec les gens vont nous dire: «Bon, ben, c'est souvent quand on se retrouve dans une situation de solitude, d'isolement, qu'on a un besoin et toute personne a un besoin d'être aimée. Les fraudeurs savent très bien comment manipuler ces éléments-là et donner aux gens quelque chose qu'ils ont vraiment besoin. C'est pour ça que la pièce s'appelle aussi «Parlez-moi d'amour» parce que ça touche les émotions, ça touche un besoin à combler de vide, de relation, d'être en contact avec les gens, d'être estimé, de pouvoir partager et c'est souvent cette porte-là que les fraudeurs vont prendre pour arnaquer les gens. Quelles sont les dates de représentation, Madame Cossette? En fait, nous, on y va plus sous une façon d'une commande. Le spectacle est acheté et à Montréal, on joue dans des résidences. Là, la dernière représentation présentement qui est annoncée, c'est le 19 juin dans voyons, c'est Saint-Michel, dans ce coin-là. Euh, et c'est à l'intérieur même des résidences. C'est un spectacle où on a à peu près 60 personnes, il y a 2 rangées de chaises de chaque côté du spectacle. On a petit décor ou ces choses-là où on fait chacun des cas, mais pour être près des gens. Donc, c'est de cette façon-là qu'on arrive à rejoindre. Donc, merci beaucoup, Madame Cossette, pour votre temps. Je suis certaine que ce spectacle rejoint beaucoup plus de gens que vous le pensez. Et on vous souhaite encore plein d'autres présentations pour en toucher encore plus. Merci. Je voudrais juste vous rappeler hein, qu'il existe vraiment une ligne téléphonique pour la maltraitance et gênez-vous pas pour les appeler. Ils vont vous ouvrir des portes, ils vont répondre à vos questions. C'est le 15 juin hein, qu'on rappelle cet élément-là. Puis allez-y, contactez-les. Absolument. Si vous sentez que vous êtes dans une situation où est-ce que vous avez besoin de parler, contactez le numéro. On va le mettre d'ailleurs en bas de l'écran. Merci, Madame Cossette. C'est moi qui vous remercie. Donc, en studio avec moi, Marie-Philippe Dufaux, professeure de yoga à Espace Altea à Saint-Mathieu-de-Belleuil. Bonjour. Allô. Donc, on vous reçoit aujourd'hui pour parler d'une journée quand même importante, la Journée internationale du yoga. Oui, exactement. Donc, c'est le 21 juin. Pourquoi vous pensez que c'est important pour l'ONU d'instaurer une journée pour le yoga? Je pense en fait que l'ONU a instauré le yoga pour tous les bienfaits que ça peut apporter, autant physique, mais aussi mental, avec les bienfaits qu'il y a sur le corps, sur l'esprit et tout ce qui vient avec. Vous, ça fait 1 an que vous êtes professeur à Altea Yoga? Au Altea, oui, depuis l'ouverture. Puis, est-ce que vous voyez des bienfaits sur les gens qui viennent prendre un abonnement à votre studio? Ah oui, vraiment. Oui. Ouais. À la fin de mes classes, même j'ai enseigné hier, j'ai des gens qui viennent me voir puis qui me disent c'est la première fois que je suis capable de me laisser aller puis de me laisser guider, d'oublier un peu mes tracas de ma journée puis de vraiment juste rentrer sur mon tapis, dans ma bulle, suivre après ça le mouvement avec la respiration puis juste se faire confiance à notre corps qui va nous guider un petit peu où est-ce qu'on a besoin. Puis les gens, ils l'apprécient beaucoup. C'est un moment qu'ils viennent prendre pour eux pendant 1 heure, de venir vraiment se déposer puis essayer de revenir dans l'instant présent, surtout quand on a une vie qui va super vite, de juste prendre vraiment le temps de s'arrêter à un instant. Puis, pourquoi vous avez décidé de commencer à transmettre cette passion-là pour le yoga? J'ai fait ma formation il y a 5 ans. Ça fait plus de 5 ans que j'enseigne maintenant. Puis pour moi, le yoga, c'est pas un mode de vie physique, mais c'est un mode de vie global. Donc, c'est d'instaurer le yoga, oui, à sa pratique, mais l'instaurer dans sa vie aussi. Puis d'être capable de pouvoir transmettre ça, pour moi, de donner une classe de yoga, c'est autant bénéfique que de participer à une classe de yoga. C'est un transfert d'énergie envers mes clients, puis juste le bienfait que je peux apporter chez les gens. C'est un retour, c'est vraiment gratifiant. Puis ça a l'air de quoi, de ce mode de vie-là de yoga? Parce que vous dites que ça va plus loin que la session en studio. Là. Oui, bien, c'est un mode de vie qui est vraiment de revenir au corps, en fait, puis de revenir au moment présent. Puis le yoga, pour moi, c'est vraiment une belle connexion entre la respiration, l'esprit et le corps. Fait que d'avancer dans une optique
qui revient tout le temps au moment présent sans aller dans le passé ni dans le futur, mais d'être dans le corps, c'est la meilleure façon pour moi d'enlever l'anxiété ou d'enlever tout ce qui n'est pas nécessaire. Pensez-vous que c'est justement pour ça qu'il y a autant de bienfaits sur la santé mentale, de se réancrer dans le présent des fois? Oui, vraiment. Parce qu'en 2026, on le sait, la vie va très vite. Dans cette session de yoga à votre studio ou ailleurs, c'est un moment pour se réancrer puis de laisser un peu ce qui se passe à l'extérieur du studio, bien à l'extérieur du studio. Avez-vous eu des témoignages de gens qui peut-être vivaient des situations plus difficiles, sans nécessairement nommer de nom, mais avez-vous un exemple de ça que vous pouvez nous partager? Oui, bien hier, justement, une dame qui est venue me voir puis qui m'a dit moi, j'enseigne une fois par semaine au studio parce que j'ai un autre travail, que je le fais vraiment pour le plaisir. Puis elle me demandait si j'en faisais d'autres classes parce qu'elle dit c'est vraiment un moment où est-ce que je suis capable de venir me déposer puis venir revenir. Elle dit mon corps a souvent des limitations, mais avec ta pratique, comment que j'apporte les postures ou comment je dis aux gens. J'ai une phrase que j'aime beaucoup en yoga, c'est « Where the mind goes, the body flows ». Puis souvent, on fait des équilibres, puis je fais juste rapporter un petit peu à plus que tu es dans ton équilibre. C'est ton équilibre mental, en fait. Fait que plus que ta tête va venir tourner, plus que tes pensées vont se chevaucher, moins ton équilibre physique va venir se stabiliser. Donc, d'être capable de venir calmer le mental pour ensuite calmer le corps, pour avoir une bonne posture puis d'être en équilibre. C'est ce que j'essaie d'apporter le plus dans mes pratiques. Puis c'est ce que je pense que les gens aiment, c'est de venir vraiment faire la corrélation entre l'esprit et le corps. Plus que je calme mon corps, plus que je calme mon esprit, plus que je calme mon esprit, plus que je calme mon corps. Donc, c'est une synergie qui va en cercle. Puis, pensez-vous que c'est facile d'ajouter ça à la routine quotidienne des gens? Oui, bien en fait, moi, il y a plusieurs personnes qui viennent me voir puis qui me disent « Ah, moi, je suis pas flexible, je fais pas de yoga. » Puis je leur dis « Est-ce que tu sais respirer? » Ils disent « Oui. » Je dis « Yoga, c'est ça, c'est d'apporter ta respiration avec ton mouvement. » Donc, de le rentrer dans une routine, ça peut être juste un 5 minutes le matin pour commencer. Juste faire une salutation au soleil, d'inspirer, monter les bras, d'expirer, d'amener vraiment chaque mouvement avec la respiration. Puis après, de le mettre dans une routine au quotidien, c'est juste de le rentrer. Puis les bienfaits vont faire en sorte que ça ne va être pas une tâche, mais ça va être plus une nécessité de venir se retrouver sur son tapis, juste le matin, dérouler son tapis et revenir sur sa pratique. Puis j'aime bien dire aussi aux gens, c'est ton tapis, c'est ton ancrage. Il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de... Le yoga, pour moi, c'est pas quelque chose pour se surpasser, c'est vraiment quelque chose pour revenir à l'intérieur. Puis on peut le faire de plein de façons, juste marcher dans la nature. Pour moi, respirer puis revenir à soi, c'est une forme de yoga aussi. Puis, vous l'avez dit, pas besoin nécessairement d'être la personne la plus flexible pour commencer le yoga. Est-ce qu'il y a d'autres idées préconçues, selon vous, par rapport au yoga que vous aimeriez déconstruire? Oui, bien la flexibilité, c'est la première, effectivement. Là, les gens ils pensent vraiment qu'il faut être super flexible. Des fois, il y a des gens qui ont des problèmes, exemple, avec les hanches, les genoux, puis qui pensent qu'ils ne sont pas capables de faire les mouvements. Mais on a beaucoup d'accessoires qui viennent aider. Puis il y a beaucoup de formes de yoga également. On a des yogas, oui, qui sont plus actifs, qui sont plus dans la performance, je pourrais dire. Puis il y en a d'autres qui sont plus restauratifs. Puis il y a des yin yoga qui viennent vraiment ancrer dans le corps. Puis on en a à notre studio on a des gros traversins, on a des blocs, on a plusieurs accessoires qui viennent aider les gens dans leur mobilité. Chaque mouvement peut s'adapter à chaque personne. Puis c'est pour ça que c'est important de ne pas se faire des limitations personnelles, puis de se dire « non, je ne serai pas capable », mais d'y aller un pas à la fois, puis juste de faire confiance que les gens qui sont mis en place sont formés pour venir aider dans les mobilités ou dans les... C'est donc beaucoup plus accessible qu'on pourrait le penser. Exactement. Puis, en plus, ça a des bienfaits sur la santé mentale et sur la santé physique. Donc, le 21 juin, c'est la Journée internationale. À votre studio, je sais que vous offrez probablement des cours gratuits pendant la fin de semaine. Oui, exactement. Quel message vous aimeriez transmettre aux citoyens de la vallée du Richelieu qui seraient encore un peu frileux à essayer le yoga? Mais que le yoga, c'est accessible à tous. Puis que simplement de se présenter puis de faire confiance aux gens qui sont mis en place pour les guider, mais faire confiance à soi-même aussi, puis pas rentrer dans un esprit de compétition. C'est vraiment
toi envers toi-même, puis d'apprendre à revenir dans le corps, puis revenir à la respiration. C'est simplement ça que ça a besoin. Puis on n'a pas besoin de plein de choses, on a besoin d'un tapis de yoga, puis simplement se laisser guider. Donc, merci beaucoup, Marie-Philippe Dufaux, professeure de yoga à Espace Altea. J'ai envie de finir l'entrevue en vous disant namasté. Namasté. Merci. Nous sommes au centre communautaire de Saint-Jean-Baptiste pour la très attendue consultation publique pour le nouveau chalet des loisirs. Un événement important où les citoyens ont appris en grande primeur les 3 propositions d'aménagement du bâtiment. Nous sommes en compagnie du responsable des communications de la ville de Saint-Jean-Baptiste, M. Nicolas Leclerc. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que les gens sont venus voir aujourd'hui? Alors aujourd'hui, mardi 9 juin, on est en séance de consultation publique à la municipalité de Saint-Jean-Baptiste pour un projet de chalet des loisirs. Donc, Et là, c'est vraiment une consultation, c'est pas juste une présentation, là. Alors, on va voir les deux. En fait, on a 2 heures durant lesquelles on va avoir, en fait, pendant 1 heure, on invite les citoyens à venir se promener au centre communautaire où on a fait différents ateliers sur les différentes étapes qui ont été nécessaires à la réalisation de ce projet ou à la présentation de ce projet. Donc, pendant 1 heure, les citoyens vont se promener, vont rencontrer le personnel de Saint-Jean-Baptiste, tous les gens qui ont eu à travailler sur le dossier, notamment l'architecte aussi, qui n'est pas de Saint-Jean-Baptiste, mais l'architecte qui va exposer les 3 projets, en l'occurrence, qui sont derrière nous. Donc pendant 1 heure, les citoyens discutent avec les intervenants et à l'issue en fait, de cette heure, on leur propose en fait d'avoir une présentation condensée qui va être faite par la directrice générale. Cette présentation va durer une demi-heure, 3/4 d'heure et il va reprendre tous les points qui ont été abordés avec les intervenants dont je vous parlais. Et qui avait le plus hâte à la journée d'aujourd'hui? Est-ce que c'est vous ou les citoyens? Alors moi, certainement, mais je pense que les citoyens, c'est sûr. Ça fait 4-5 jours, en fait, on a annoncé l'événement sur les réseaux sociaux de la municipalité. Oui, il y a eu beaucoup de retours, là. Oui, il y a eu quand même beaucoup de retours, donc on attend du monde ce soir. Donc je pense que c'est un projet qui est vraiment attendu par les citoyens depuis quelques années. Là, on a besoin d'un chalet des loisirs, besoin d'un nouveau centre. Donc voilà, à un moment donné, il faut que le projet se fasse et je crois que tout le monde a hâte. Donc on a surtout hâte de les voir arriver dans quelques minutes. Bon, on a très hâte de voir ça. Merci beaucoup pour votre temps, M. Leclerc. Je vous en prie, bonne journée. Nous sommes avec la directrice générale de Saint-Jean-Baptiste, Mme Suzy Bélanger. Bonjour. Bonjour. Le projet était très attendu parce que ça ne date pas d'hier, toutes les démarches qui ont été faites pour en arriver à aujourd'hui. Effectivement. En fait, ça a même débuté avec mon prédécesseur, l'ancien directeur général, qui, pendant la pandémie, voyait les potentiels de croissance au niveau de la municipalité en termes de densification des résidences et a lancé la première consultation publique en 2023, présenté le projet. On a fait une demande de subvention qui a été refusée. On est retourné à la planche à dessin, on a retravaillé un peu les besoins des citoyens avec aussi les nouvelles tendances, parce que là, on est rendu en 2026. Et aujourd'hui, on est là pour leur présenter les 3 scénarios. Donc, 3 scénarios qui sont proposés aux citoyens, puis après ça, on va voir lequel ils choisissent avec ou sans la subvention. Qu'est-ce qui avait fait, finalement, pencher la balance pour que, finalement, le projet puisse aller de l'avant? En fait, c'est vraiment le souhait des élus, mais aussi une demande de la population. Le chalet qu'on avait actuellement servait principalement pour la maison des jeunes, les camps de jour et puis nos activités de patin, très limitées en termes d'espace. Mais avec la croissance de la population qui s'en vient, le centre communautaire ici va être utilisé à d'autres fins. On va avoir encore plus besoin d'espace. Donc, il fallait agrandir notre chalet actuel qu'on a dû fermer pour infiltration d'eau et problèmes de structure. Donc, tout ça mis ensemble a fait que, OK, on a besoin d'avoir 3 scénarios. On va aller voir la population puis on va voir qu'est-ce qu'ils vont choisir. Et quand la population va avoir fait leur choix, ils doivent s'attendre à patienter combien de temps pour voir ce projet-là aboutir? En fait, on dépose la demande de subvention le 22 juin. Ensuite, on attend la réponse. Ça peut prendre de 6 mois à 1 an, dépendamment là, du ministère de l'Éducation, le temps que ça va lui prendre. Et une fois qu'on a la réponse, on envoie les appels d'offres et on fait la construction. Fait qu'au moins un bon 2 à 3 ans encore avant qu'on puisse voir le jour de ce chalet-là. On est certain que les citoyens vont quand même être très contents de voir que le projet va de l'avant. Oui, tout à fait. Vraiment content. Madame Bélanger, merci beaucoup pour votre temps. Merci à vous. Bonne soirée. En compagnie maintenant de Marilyn Nadeau, à quel point c'est important pour vous d'être présente aujourd'hui en tant que mairesse?
Moi, je veux entendre la population. C'est vraiment le but ultime de cette consultation-là pour pouvoir appliquer qu'est-ce qui est préféré auprès d'eux. Bien oui, parce que là, on parle vraiment d'une consultation. Donc, les gens qui veulent avoir une influence sur un gros projet, c'est le moment, là. Exactement, c'est le bon moment. Puis, le nouveau conseil, en fait, depuis novembre dernier, veut justement refaire l'exercice pour être certain de répondre aux besoins, parce qu'on a déjà fait une rencontre par le passé, il y a 2 ou 3 ans, et le besoin a probablement changé. Donc, pour répondre aussi aux besoins à venir, il faut les entendre. Est-ce que les gens vous avez déjà approché pour vous donner un aperçu des nouveaux besoins? Oui, exactement. Puis les nouveaux besoins étant le pickleball, étant la balle molle, pour se mettre conforme aux nouvelles règles qui existent. Donc, c'est déjà des besoins qui ont été exprimés et qu'on va répondre probablement ce soir. Est-ce que c'était le plus grand projet depuis que vous êtes mairesse que vous entendiez parler? Bien, écoutez, j'ai eu les jeux d'eau, la patinoire multisport. Tout ce qui est loisir, c'est très émotif. C'est qui nous relie à les citoyens, c'est vraiment par les loisirs. Donc, oui, en effet, c'est un des plus grands projets, en tout cas de ce mandat-ci. On espère que les gens vont répondre à l'appel. On vous souhaite une belle soirée. Merci beaucoup d'être là, TVR9. Nous sommes maintenant avec la grande vedette de la journée, l'architecte des plans, M. Stéphane Barcelot. Bonjour. Salut. Qu'est-ce qui différencie le plus les 3 plans? Bon, avec les demandes que la Ville nous a fait, le plan A, c'est vraiment un minimum de besoins pour la municipalité. Ça fait que c'est vraiment quelque chose qui est condensé avec tous les besoins. Le plan B, c'est les besoins condensés. Par contre, on a un gymnase qui représente à peu près 4 terrains de badminton. Ça fait que ça donne vraiment une flexibilité aux gens de la municipalité. Puis le plan C, c'est les besoins de la municipalité plus des organismes à part, plus un gymnase qui est un peu plus petit, qui rentre 3 terrains de badminton. Est-ce que vous en avez un préféré? Ça, non. Ils sont aussi fonctionnels, les 3. Monsieur Barcelot, merci beaucoup pour votre temps. Ça me fait plaisir. Pourquoi c'était important pour vous d'être là aujourd'hui? Oui, pour nous, c'est important d'être là aujourd'hui parce qu'on espère avoir une maison des jeunes beaucoup plus grande pour faire plus d'activités parce qu'en ce moment, on est énormément limité. C'est difficile de faire nos activités. Le nombre de jeunes, ça s'espace beaucoup parce que, justement, ils ont moins d'endroits où aller. Donc là, ça procure un peu d'anxiété, du stress, puis c'est moins le fun pour eux. Donc, on espère voter puis avoir la maison des jeunes et le chalet des loisirs qu'on veut. Oui, ils vont pouvoir vous laisser un petit mot pour savoir c'est quoi vraiment pour eux, qu'est-ce qui est important d'avoir dans la future maison des jeunes. Eh bien, j'aimerais tellement une chaise de massage à la maison des jeunes. Ça serait tellement cool avec un petit chocolat chaud. Ça serait tellement cool, j'aimerais vraiment ça. Bien, moi, en fait, qu'est-ce que j'aimerais, ce serait une salle de danse pour vivre les passions des autres, pour essayer de faire comme un petit gymnase pour que les autres vivent leurs passions aussi. Moi, j'aimerais un terrain de futsal. Puis j'ai choisi le C parce qu'il y avait un gros gymnase. Ben moi, j'ai choisi le C parce qu'il y avait un plus gros terrain de gymnase. Fait que comme ça, je pourrais faire des grosses parties de ballon chasseur. Ben moi, j'ai choisi le C parce que il y a quand même un grand gymnase. Puis il y aurait sûrement la place pour faire un terrain de deck. Parce que j'aime beaucoup le hockey, puis j'aimerais ça pouvoir avoir un terrain de deck dans la maison des jeunes. Qu'est-ce que vous pensez du projet? Bien, c'est bien, mais pourquoi le démolir? Pourquoi il n'a pas été entretenu les 12 dernières années de notre conseil qu'on a présentement ou des anciens? Ça, c'est une question que beaucoup de personnes se posent dans la population. Pourquoi maintenant on serait rendu à des prix et à des dépenses exorbitantes pour... Mettons, moi, je dirais pour entretenir nos routes, nos trottoirs, notre communauté, là, autrement dit, les services essentiels. Donc, il y aurait peut-être eu d'autres besoins que vous auriez mis en priorité. Exact. Oui, effectivement. Excellent. Un gros merci pour votre temps. Bien, merci, monsieur. Après la mobilisation de plusieurs tranches d'âge, la population de Saint-Jean-Baptiste pourra continuer à se tenir informée sur la page Facebook de la Ville. Jean-Philippe Gilbert pour TVR9, Saint-Jean-Baptiste. À chaque jour dans ma vallée, ma communauté.
J'investis dans ces choix qui me ressemblent, qui nous rassemblent. À 2 pas de tout ce dont j'ai besoin, je vais à la rencontre de ceux qui prennent soin de moi. Fière de ma collectivité tissée serrée, je prends le temps d'échanger avec les passionnés et les passionnants. L'accueil y est chaleureux, les gens y sont généreux. Je plonge au cœur de la culture locale, de ses saveurs et de ses couleurs qui me transportent. À chaque jour, j'investis dans la vallée du Richelieu parce que choisir local, c'est gagnant. La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité. En studio avec la mairesse de McMasterville, Mme Magali Taillon. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Il fait très beau dehors à l'extérieur, on a envie de sortir. Et là, on a une nouvelle importante à McMasterville, l'annonce d'un demi-marathon. Oui, première édition de la course du demi-marathon de McMasterville. Donc, une belle occasion pour les citoyens de la vallée du Richelieu, de McMasterville. Et même de l'extérieur, on a des gens, même jusqu'à Saint-Jean-sur-Richelieu, qui vont se déplacer pour venir courir le 5 septembre prochain. Vous, est-ce que vous êtes une coureuse? Je l'ai déjà été. J'ai déjà couru jusqu'à 10 km. Je me suis dit que je m'y remettrais. Je suis déjà inscrite pour le 5. Donc, vous êtes un exemple de défi là, pour ceux à la maison qui voudraient se remettre à la course. Tout à fait. Donc, il va falloir que... j'ai besoin du petit coup de pied là, pour recommencer, mais je sais que ça devrait être possible. Je joue au deck hockey. Donc, j'ai une petite forme déjà. Mon but, c'est de poursuivre et de courir avec les gens le 5. C'est venu d'où cette idée-là de créer cet événement-là de demi-marathon à la ville? C'est le coordonnateur de la vie aquatique, dans le fond, Jean-Félix, qui souhaitait faire une activité, un demi-marathon, donc pour que les gens puissent se préparer au demi-marathon ou au marathon, disons, de Montréal à la fin du mois de septembre-octobre, je crois. Et il est arrivé avec l'idée, je dis, bien, moi, je trouve ça super intéressant. Rajoutons un peu plus de distance pour des coureurs moins expérimentés et dont le 1 km aussi pour les familles, pour les enfants. Donc, on a une belle école, on a la farandole, on a des enfants aussi qui vont à l'école, le Petit Bonheur. Donc, on trouvait ça chouette de pouvoir offrir l'option du 1 km au coco sur le boulevard Constable. OK, donc 1 km pour les jeunes. Ça, c'est leur première course à vie. Là. Ça va être la première fois qu'ils vont participer à un événement comme ça. Pourquoi c'est important là, de faire un événement familial, surtout? Bien, en fait, c'est toute la promotion des saines habitudes de vie. On ne le dira pas assez. On le dit jamais assez, plutôt. Donc, c'est vraiment... on a besoin de bouger, c'est important. Puis, on a des belles installations à McMasterville. Donc, on a le parc Gilles Plante, où il y a plein de beaux endroits pour bouger. Et je crois que la course fait juste bien s'intégrer là-dedans. Dans les parcours, il va y avoir le 1, le 5, un 10 et un 21 km. Et en fait, le 5 et le 10... Le 5, c'est une boucle de 5 qu'on va faire 2 fois pour le 10. Et la boucle du 21, en fait, ça fait 3 fois un 7 km. Le 5 km va passer dans le boisé du ruisseau Bernard aussi. Donc, l'idée, ça va être vraiment de faire découvrir aussi le boisé, de voir les installations, d'avoir la chance de courir aussi en nature. Donc, c'est ce qui est pertinent et qui est intéressant. Ça va toujours être en site propre. Le but, c'est que ça soit le moins, ça cause de moins pas de dommages, mais de soucis pour les citoyens et les résidents. Donc, le but, c'est vraiment que ça soit agréable pour tout le monde. Bien, ça, c'est une première édition aussi. On va pouvoir à corriger ou à bonifier ça dans le futur. Vous avez choisi le 5 septembre, oui. Donc c'est un peu plus tard dans l'été. C'est encore l'été en septembre. Pourquoi vous avez choisi ce moment-là? En fait, c'est le week-end de la fête du travail et le 5, durant l'après-midi, ça va être la fête de la rentrée à McMasterville aussi. Donc, les gens vont venir courir le matin, ils risquent d'avoir un petit lunch et ensuite, on va avoir une activité durant l'après-midi là, pour les familles. Donc, on s'assure que les gens restent sur place pour profiter de la vie communautaire et de notre communauté qui est super active à McMasterville. C'est bien parce que ça donne un petit temps pour se préparer. Hein? Si la course avait été tout de suite, là, wow! Je vous garantis que je vais en avoir de besoin. Il va-t-il avoir aussi, donc vous parliez de cette fête-là, donc les enfants, ils vont pouvoir aller faire la course, après ça, aller à la fête, c'est ça? Oui, exactement.
Donc, souvent, ça va être des jeux gonflables, des activités pour toute la famille. Là. Pour une ville qui organise un événement comme ça, quelles mesures on doit prendre? Est-ce qu'il faut planifier de la sécurité? Qu'est-ce qu'il va y avoir sur place? En fait, il va y avoir, oui, la Croix-Rouge. Bien, en fait, on va avoir des services de sécurité, oui, de santé, s'assurer que tout le monde est en forme. On est en discussion avec les services de police aussi, naturellement. Donc, la sécurité de nos citoyens et des coureurs est vraiment pertinente et importante. Donc, on va s'assurer que que tout se passe bien cette journée-là. Exact. Parce qu'il peut y avoir un niveau de responsabilité aussi. On ne sait jamais ce qui peut arriver, des blessures ou exactement. Donc, c'est pour ça qu'on a des équipes de premiers soins. Comment ça fonctionne, les inscriptions? On va sur le site web de la ville de McMasterville, il va y avoir un lien vers la plateforme It's Your Race. Donc, c'est eux vraiment qui chapeautent le tout. Les gens peuvent s'inscrire. Il y a différentes vagues, donc de niveau pour les prix. Donc, selon la course, il y a des prix différents. Et plus on se rapproche de la course, plus c'est un petit peu plus cher. On se donne un maximum de 350 coureurs pour une première édition. Pour l'ensemble des 5, 10 et 21, 1 kilomètre, il n'y a pas d'inscription. Donc, les gens vont pouvoir, les concours vont pouvoir se présenter le matin à 11h30 pour prendre part à la course à 11h45. Mais les gens peuvent s'inscrire sinon sur le site web directement. Et les fonds, il va y avoir un peu de fonds qui vont être amassés. On s'est dit, la Ville, on va doubler jusqu'à la concurrence. Donc, on essaie de voir, là, on n'a pas déterminé encore le montant. La Ville va doubler le montant pour qu'on va remettre à des projets jeunesse. Donc, participatif, on va inviter les jeunes à proposer leurs projets et ça va nous permettre de financer des projets pour nos jeunes. Avoir de la musique, j'imagine, de l'activité. Venez en grand nombre. Faites payer la Ville pour des projets pour les enfants. Bien là, il faut que vous veniez pour ça. Madame Taillon, c'est une belle activité que vous proposez aux gens de McMasterville. J'espère que ça va être un franc succès. Puis, il y a des activités qui vont revenir aussi. On parle de la Saint-Jean, d'autres projets pour l'été. On reste à l'affût. Visitez le site mcmasterville.ca pour toute l'information. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bien, ça me fait plaisir. Puis j'espère vous voir le 5 septembre à la ligne de départ. Je vais essayer. Merci. En studio avec moi aujourd'hui, Jérémy Letellier, président de l'UPA de la Montérégie. Bonjour, Monsieur Letellier. Bonjour. Donc, aujourd'hui, on vous reçoit pour parler d'un projet que l'UPA lance, dire oui à l'environnement sans dire non à l'agriculture. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Bien, essentiellement, c'est que le ministère de l'Environnement a proposé un nouveau un règlement sur les pratiques agro-environnementales qui vient changer beaucoup de choses dans le monde agricole. Fait que d'un côté, il y a des choses qu'on apprécie. Donc, le gouvernement se réserve le droit, par exemple, de réglementer ce qu'on appelle la bande riveraine en bordure des champs, puis il ne laissera pas les municipalités y intervenir. Aussi, il vient régulariser la situation de producteurs qui ont des terres endiguées, notamment on a ça dans le Haut-Richelieu, donc qui ne seront pas limités dans leur pratique d'agriculture dans ces terres-là. Fait qu'il y a des bons côtés à ce règlement-là, mais en même temps, il vient changer beaucoup de choses. Il y a beaucoup de premières qui sont présentes dans ce projet-là. Notamment, il vient réglementer les pratiques culturales. Donc, on parle d'implanter une culture de couverture, un engrais vert, des plantes qu'on installe au courant de l'hiver pour couvrir le sol. L'idée est bonne en soi, mais l'objectif qui veut être atteint dans ce règlement-là, il est démesuré de la façon dont le règlement est écrit actuellement. Fait que c'est un peu ça, on veut interpeller le gouvernement, on veut interpeller la population aussi pour dire on comprend l'importance de protéger l'environnement en agriculture. On occupe le territoire depuis des générations, on veut continuer de l'occuper pour des générations. Fait qu'on n'est pas là pour détruire notre environnement, mais en même temps, il faut faire attention aux mesures qu'on met en place. Il faut qu'elles soient réalistes, il faut qu'elles soient compétitives, si on veut, avec ce qui se passe ailleurs au Canada, aux États-Unis. Il ne faut pas nous imposer des coûts qui sont faramineux pour atteindre des objectifs qu'on ne demande pas aux autres producteurs agricoles. Puis aussi, il faut tenir compte de notre réalité agricole. Donc, quand on parle, par exemple, d'implanter des cultures de couverture dans nos champs sur la moitié de nos terres, bien, est-ce qu'on a le temps de faire ça? Est-ce qu'on a les effectifs pour faire ça dans la courte période de temps qu'on peut le faire à l'automne? Donc, si l'objectif n'est même pas réaliste, comment qu'on peut y arriver? C'est un peu de cette façon-là qu'on veut interpeller les gens pour dire oui, on est conscient qu'il faut faire attention à notre environnement et qu'on a un rôle à jouer, mais il ne faut pas que les demandes soient irréalistes non plus. Il ne faut pas qu'elles nuisent à notre compétitivité. Est-ce que vous pensez justement que présentement, les demandes du gouvernement sur l'environnement, sur vos terres, sont peut-être irréalistes? Est-ce qu'ils ne voient pas vraiment la réalité de ce qui se passe dans le milieu agricultural? Bien, je dirais qu'actuellement, de la façon que le règlement a été écrit, le projet de règlement, de la façon qui est écrit là, il n'est pas acceptable. On sait qu'il y a des discussions qui se font, puis on a parlé à des fonctionnaires, puis je pense qu'il y a une évolution de leur part tout de suite, mais tant qu'on ne verra pas le résultat final puis qu'il ne sera pas adopté comme nous, on pense qu'il pourrait être adopté, bien, ça va être difficile d'accepter les mesures qui sont présentes dans le règlement actuellement. Comme je vous disais, il y a des choses là-dedans qui nous semblent vraiment irréalistes. Là. On se dit, bien, on ne peut même pas y parvenir juste par la fenêtre de temps qu'on a pour travailler nos sols.
Une des reproches formulés par l'UPA, c'est aussi concernant l'augmentation du fardeau administratif. À quoi ça ressemble concrètement sur le terrain pour vous? Bien, c'est qu'essentiellement, on nous demande toujours de valider des données. Donc, si on nous dit, encore une fois, je reviens à l'exemple des cultures de couverture, mais ce n'est pas le seul exemple qu'il y a dans le règlement, mais si on nous demande de faire valider tout ce qu'on fait par un agronome, de prendre des photos à l'automne, au printemps, voir si le travail a été effectué, remplir des formulaires en phase avec ça. À un moment donné, bien, ça vient qu'on est étouffé par la paperasse et la bureaucratie, parce que ce n'est pas le seul domaine dans lequel on a beaucoup de papiers à remplir, que ce soit pour les programmes de sécurité du revenu, pour les taxes, pour tous les dossiers de la financière agricole. À un moment donné, notre travail, c'est d'être productif dans le champ. Si on nous étouffe avec la paperasse et la bureaucratie, bon, on n'est plus productif. Puis à un moment donné, puis aussi, on se demande, bien, est-ce que l'objectif visé est vraiment le bon? Hein? Puis, vous avez déjà à composer avec à peu près 80 lois et règlements. Est-ce que vous pensez que c'est une réalité qui est un petit peu méconnue du grand public, puis peut-être même du gouvernement? Oui, je pense que oui. Quand on regarde ce qui se passe ailleurs au niveau des demandes réglementaires qu'il peut y avoir, on peut parler du transport de machinerie, tout ce qui est demandé à nos producteurs au niveau des lumières qui sont demandées, des largeurs de machinerie. Il y a beaucoup de règlements qui sont en place qui alourdissent la tâche, qui ne sont pas nécessairement demandés aux producteurs agricoles des autres provinces. Puis on comprend notre réalité. Par exemple, sur Montérégie, on est souvent en zone périurbaine. On peut comprendre qu'il y a des enjeux, mais quand on regarde au niveau de l'environnement, au niveau de la sécurité du revenu, au niveau des transports, ça fait beaucoup. Là, c'est ça, ça finit plus. Puis à un moment donné, bien, on se dit, y a-t-il des façons d'aérer le processus, un peu de le simplifier pour nous rendre ça plus facile? Pensez-vous que ce projet-là est le projet parfait pour trouver un genre d'équilibre entre la protection de l'environnement puis la réalité quotidienne des agriculteurs? Bien, je pense que si le gouvernement est à l'écoute, puis je n'ai pas de raison de croire qu'il ne l'est pas tout de suite, là, mais il demeure que l'échéance pour adopter le projet de loi que le gouvernement s'est fixé, c'est le 15 juin. Fait que ça vient très, très rapidement. S'il est à l'écoute puis il met en place les modifications qu'on propose, on pense qu'on va pouvoir travailler avec ça, mais il demeure qu'il y a quand même un précédent important qui est créé. Celui que le gouvernement vient intervenir dans nos pratiques culturelles. Pour toutes les autres mesures qu'il demandait avant, il n'y avait pas celle-là. Donc, c'est un précédent qui est créé, puis on donne la chance aux coureurs. On pense qu'on a des discussions de bonne foi avec les fonctionnaires puis tout, mais ces gens-là ne sont pas éternels, puis on ne sait jamais qui c'est qui va les remplacer. Fait que, je dirais qu'il y a un certain acte de foi du monde agricole dans l'élaboration de ce règlement-là. On veut travailler de pair avec le gouvernement, on veut trouver des solutions, mais il faut que tout le monde soit à l'écoute, il faut que tout le monde soit de bonne foi aussi là-dedans. Pensez-vous que vous avez peut-être un désavantage comparé à nos voisins aux États-Unis? Bien, si je regarde comment ça se passe là-bas, je peux comprendre que parfois ils sont réglementés autrement. Ils ont des enjeux au niveau de l'eau, eux autres. Fait que c'est compliqué juste gérer l'irrigation et des choses comme ça. Mais au niveau des contraintes par rapport notamment à l'environnement, il y en a beaucoup plus ici. Au niveau des semences enrobées, au niveau des homologations de pesticides, au niveau justement du maintien de la bande riveraine. Maintenant, on arrive avec des interventions au niveau des pratiques culturelles. Ce n'est pas des choses qu'on voit ailleurs en Amérique du Nord. Fait on applique un certain régime réglementaire qu'on voit en Europe, mais sans le régime de protection du revenu qu'ils ont en Europe. Fait qu'à un moment donné, on est perdant ces deux bords. Récemment, la première ministre Christine Fréchette a fait l'annonce qu'il y allait avoir un remboursement sur la taxe que les agriculteurs devaient payer pour le carbone. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour vous? Est-ce que vous êtes content de cette nouvelle-là? Oui, c'est une très bonne nouvelle parce que c'est un dossier qu'on jugeait prioritaire à la Fédération depuis plus qu'un an. Ça fait plusieurs années que l'Union fait des revendications là-dessus. Puis, essentiellement, on comprend l'esprit de la tarification carbone. On sait qu'on a un enjeu au niveau de l'émission des gaz à effet de serre, mais encore une fois, au reste du Canada, même quand il y avait la taxe carbone, les producteurs agricoles en étaient exemptés. Nous, on ne l'a jamais été. On a toujours payé notre tarification. Fait que ça donne un désavantage compétitif de plusieurs milliers, même bien souvent plusieurs dizaines de milliers de dollars d'une ferme à l'autre. Surtout dans le contexte actuel où, bon, avec le conflit en Iran, bien, il y a eu une grosse augmentation du coût au niveau du diesel, au niveau des fertilisants. On a besoin d'air, on a besoin d'un appui en agriculture. Fait que la première ministre réponde si rapidement que ça à la demande, si tôt dans son mandat, bien, c'est sûr que c'est une bonne nouvelle. Il y a encore des choses à perfectionner. Au niveau, il y a quand même plusieurs producteurs qui ne seront pas éligibles à cette aide-là. Ceux qui utilisent du gaz naturel sur leur ferme ne sont pas compensés adéquatement. Donc, il y a des choses à travailler, mais fondamentalement, je pense que le premier ministre a entendu notre message puis il a répondu rapidement. Puis ça, bien,
oui, on peut juste l'accueillir positivement. Puis selon vous, quelle serait la prochaine étape pour vous aider? Bien, il y a de perfectionner ce programme-là, comme je disais, au niveau du remboursement de la tarification carbone, donc le rendre accessible à tout le monde, puis faire en sorte que les compensations soient à leur pleine mesure. Mais après ça, il y a beaucoup de travail à faire aussi au niveau de tout ce qui est réglementaire. Donc, on appelle ça la réciprocité des normes. Le fait qu'ils rendent des produits de l'extérieur du Québec ou du Canada qui n'est pas soumis aux mêmes règles de salubrité ou de sécurité alimentaire qu'il y a ici, ça nous met face à un désavantage compétitif qui est important pour toutes sortes de cultures, toutes sortes de légumes, toutes sortes de fruits notamment. Ce n'est pas logique que ça fonctionne comme ça, qu'on impose tant de normes que ça à nos producteurs, ce qui fait augmenter leur coût de production. Puis en contrepartie, on fait rentrer des légumes et des fruits qui viennent d'un peu partout, qui sont pas soumis à des règles comme nous on a, puis qui ont le droit d'utiliser des produits qu'on n'a même pas le droit d'utiliser ici parce qu'on dit qu'ils ne sont pas sains pour les consommateurs. C'est pas cohérent qu'on soit comme ça encore. Puis en terminant, M. Letellier, quel message aimeriez-vous envoyer aux consommateurs, aux citoyens de la Montérégie par rapport à votre réalité chaque jour comme producteur agricole? Bien là, je pense qu'on peut dire que moi, personnellement, j'apprécie beaucoup le contact qu'on a avec les gens qui s'intéressent vraiment à notre agriculture. Je pense qu'ils voient des choses de façon positive, ils voient les efforts que font les producteurs agricoles, nous encouragent aussi. Ils achètent nos produits, fait que c'est vraiment continuer dans cette voie-là. Mais c'est aussi être conscient que si on est capable de produire à cette qualité-là, avec ce niveau de salubrité-là, bien, il y a un coût qui est rattaché à ça, il faut le réaliser aussi. Fait que quand on va à l'épicerie, quand on regarde les produits qui sont à vendre, peut-être que ça a l'air un petit peu moins cher d'acheter des bleuets du Chili que du Québec. Mais à un moment donné, il faut comprendre le travail qu'il y a derrière ça. Il faut comprendre la plus-value aussi qu'il y a derrière notre produit local. Fait que j'encourage les gens à continuer dans cette voie-là. Donc, M. Jérémy Letellier, président de l'UPA Montérégie, merci beaucoup d'être venu nous voir aujourd'hui. Merci beaucoup, ça fait plaisir. À chaque jour dans ma vallée, ma communauté. J'investis dans ces choix qui me ressemblent, qui nous rassemblent. À 2 pas de tout ce dont j'ai besoin, je vais à la rencontre de ceux qui prennent soin de moi. Fière de ma collectivité tissée serrée, je prends le temps d'échanger avec les passionnés et les passionnants. L'accueil y est chaleureux, les gens y sont généreux. Je plonge au cœur de la culture locale, de ses saveurs et de ses couleurs qui me transportent. À chaque jour, j'investis dans la vallée du Richelieu parce que choisir local, c'est gagnant. Bonjour, je suis Julie Larochelle, directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie Vallée du Richelieu. À toutes les semaines, suivez-moi alors que je vais à la rencontre, dans le cadre de l'émission Fierté d'ici, de toutes les belles entreprises, les beaux commerces, les restaurants de la Vallée du Richelieu. Suivez-nous, c'est un rendez-vous Fierté d'ici sur les ondes de TVR9. En studio avec moi, Pietro Mancini, aussi connu sous le nom du gars fiable. Bonjour, M. Mancini. Bonjour. Donc, on vous reçoit aujourd'hui pour parler de votre mission très philanthrope, qui fait maintenant 5 ans. Oui, absolument. On a fêté 5 ans, pas plus tard qu'il y a 2 jours avant l'enregistrement, samedi dernier. Oui. Mais moi, j'ai envie de retourner au début, il y a 5 ans, d'où cette idée-là est partie, parce que pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes un peu un super-héros moderne. Vous allez chez les gens, souvent des personnes âgées, puis vous les aidez dans peu importe un peu la tâche qu'ils ont besoin. Oui, tout à fait. Donc, les gens, moi, la catégorie que j'ai créée pour que ça soit encore plus accessible et inclusif, c'est les personnes en panne de ressources. Parce que vous pourriez l'aider, quelqu'un dans l'équipe ici pourrait l'aider, c'est vraiment inclusif. Oui, il y a beaucoup de personnes âgées qui sont plus vulnérables, isolées, que j'aide beaucoup, mais ça va dans toutes les directions parce que je ne veux pas exclure personne. Tout le monde peut être en panne de ressources un jour ou l'autre dans sa vie. Donc, c'est vraiment ce type de personnes-là que je peux aider. Et puis, ça a commencé lorsque j'ai perdu mon emploi qui était tout tricoté pour moi, enfin. Tu sais, j'ai 46 ans aujourd'hui, donc, mettons, j'avais à peu près 35 ans quand j'ai commencé cet emploi-là, ou 30 quelques. Puis,
c'était toute ma vie, je me suis demandé qu'est-ce que je voulais faire. Puis, tu sais, les emplois, ça ne me nourrissait pas, je ne m'épanouissais pas. Puis celui-là était quand même bien. Je travaillais pour un artiste, j'étais homme à tout faire, / adjoint administratif, assistant personnel. Fait que je faisais un peu de tout ça, mais pour une personne avec un salaire annuel. Puis là, tout d'un coup, boum, la pandémie. Fait que là, il y a eu le petit moment de déprime, de qu'est-ce que je vais faire dans la vie. Je suis retourné aux études 2 fois, ça n'a pas fonctionné. Et là, l'idée est venue de, je vais me faire du bien à moi, je vais faire ce que j'aime le plus dans la vie, je vais offrir 1 mois de bénévolat, je vais aller aider les gens pendant 1 mois. Et par la suite, ben, on est 5 ans plus tard parce que je suis tombé dans la passion comme Obélix puis j'ai jamais été capable d'arrêter. Donc, comme Obélix, vous avez un peu des super pouvoirs. Vous allez aider, vous avez même la cape qui vient avec. Oui, puis c'est pas juste pour le look. C'est sûr que sur les réseaux sociaux, au Québec, se démarquer avec de la bonté, c'est plus difficile en général. Donc, le personnage est arrivé plus tard, le super-héros est arrivé plus tard dans la mission, mais il vient appuyer notre mission d'altruisme. Il vient appuyer aussi mes gestes parce que la cape, elle est magnétique. Fait que c'est une couverte de protection. Je peux la mettre sur les lieux des services si je dois protéger un environnement, tout ça. Le harnais me permet des fois de monter d'un escabeau avec les bons ancrages ici, si je veux installer des rideaux, par exemple. Donc, oui, c'est venu appuyer tout ça, la mission, le look de super-héros puis toute la mission. Mais là, moi, j'ai une question. Parce que là, on vous appelle, on vous demande de venir aider. Mais est-ce que ça se peut qu'il y ait un emploi que vous n'êtes pas capable de remplir? Oui, absolument. Qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? Bien, c'est ça. Dans le fond, la façon que les gens s'inscrivent, il y en a qui me contactent en privé sur les réseaux sociaux, c'est certain. Je suis à peu près partout avec le A commercial, le gars fiable. C'est pas pour me faire une plug nécessairement, mais pour que les gens ne se fassent pas avoir par quelqu'un qui usurperait un jour peut-être mon identité. On s'entend que ça arrive. Au total, vous avez, juste pour le mentionner, environ 30 000 abonnés sur toutes plateformes confondues. C'est quand même énorme. Merci. Oui, c'est gentil. Puis la seule... J'ai mon crochet bleu sur TikTok pour les gens qui connaissent les réseaux sociaux. Ça, c'est une question de mérite. Sur les autres plateformes, c'est une question de dépenser, ce que je ne fais pas présentement, donc je n'ai pas mon crochet, il faut faire attention. Mais les gens me contactent soit par là, mais souvent, je les réfère au site. Donc, le site, il y a un formulaire à remplir tout simple, c'est un Google Form bien classique qui donne de l'information supplémentaire sur mes capacités, sur mes secteurs d'activité, mais aussi qui va dire aux gens ce qui va se passer, qu'il soit compatible ou non avec la demande. Fait que moi, je regarde une fois par mois les demandes, puis je les classe selon je suis capable, je suis pas capable, et les gens reçoivent le courriel en conséquence et ils vont passer à la prise de rendez-vous s'il y a lieu. Puis, tu sais, ça va dans toutes les directions aussi. Il y a des choses que j'ai faites pour la première fois chez les gens, parce que je suis quand même autodidacte, polyvalent, tu sais, j'ai pas de formation dans rien, mais je suis bon pour apprendre avec un tutoriel. Fait que si je regarde le tutoriel pour quelque chose que j'ai jamais fait, puis je me dis, ouais, c'est accessible, du moment qu'un échec vient pas causer plus de soucis qu'il y en avait avant, c'est sûr que je vais le tenter si la personne, elle est consentante. Parce que de toute façon, c'est gratuit. Fait que si ça ne marche pas, bien, ça n'y a rien coûté. Puis, comment les gens peuvent vous aider? Comment les gens peuvent vous supporter? Parce qu'évidemment, ça prend quand même des fonds là, pour aller aider comme ça à travers le Québec. Absolument. C'est pour ça que je dis jamais que j'aide bénévolement, parce que le bénévolat, c'est on n'attend rien en retour. J'aide altruistement, j'attends rien en retour. Nuance, par contre, j'ai 2 jeunes enfants, j'ai ma vie, j'ai des obligations. Donc, c'est une méthode de sociofinancement. Tu sais, les réseaux sociaux, particulièrement en anglais, en Ontario, aux États-Unis, puis un peu au Québec aussi, il y a beaucoup de choses qu'on monétise qui sont futiles, qui sont ignobles pour la société, qui tirent ou qui profitent les gens vers le bas ou qui profitent de leur souffrance puis leur dépendance. Donc, j'ai juste voulu adapter cette simplicité-là à un modèle qui vient faire un bien collectif. Parce que, dans le fond, c'est des donations volontaires et mensuelles via legofiable.com que les gens peuvent faire à partir d'1 $ par mois. Parce que le but, c'est pas d'avoir le plus d'argent possible, même si un jour, ça va nous aider à aider plus de gens, mais d'avoir le plus de gens impliqués dans ce qu'on appelle la belle chaîne de Beau, parce que tous les gens qui sont impliqués, ça leur apporte quelque chose de savoir qu'ils font partie de ça. Puis c'est ça, c'est regoûter à l'altruisme, le rendre cool, concret et collectif. C'est ça le secret pour moi, pour venir un peu déjouer les problèmes causés par le statu quo actuel, puis le système, notre filet social qui est non seulement troué, mais complètement déchiré ces jours-ci. On le voit avec le communautaire à bout, tout ça. Donc, c'est vraiment un système de sociofinancement qui me permet, moi, un jour de faire mes frais, ce qui n'est pas le cas en ce moment parce que les gens ils ont cette crainte-là d'embarquer dans un truc qui est un peu audacieux, un peu à contre-courant, un peu innovateur. Mais il y a au moins 300 personnes qui le font, entre 1 et 120 $ par mois. Des entreprises aussi comme Princesse Auto qui me donnent des outils gratuitement pour que je puisse agir plus efficacement. D'autres entreprises qui m'offrent d'autres types de services. Donc, c'est comme ça que les gens peuvent soutenir. Puis s'il y a des gens à l'écoute qui sont, exemple, des créateurs de contenu, des chefs de médias sociaux, des gestionnaires de communauté, c'est sûr que pour le moment, je demande du bénévolat, du pro bono. Mais si quelqu'un veut s'impliquer dans la mission, c'est une autre façon de m'aider parce que
La raison qui limite mes gestes sur le terrain, qui sont à 2 ou 3 fois par semaine, c'est que je dois faire tout le reste aussi. Les montages vidéo, les publications, les entrevues, puis ça, évidemment, personne ne peut prendre ma place pour le moment, mais j'aimerais ça même avoir un porte-parole un jour pour le côté de la mission qui est vraiment de rassembler les gens. Là. Et là, vous avez fêté vos 5 ans il y a 2 jours avec un spectacle bénéfice. Comment ça s'est passé? Parce que vous aviez quand même des gros noms qui sont venus vous supporter. Oui, exactement. Bien, c'est aussi une chance que j'ai parce que j'ai évolué dans le milieu de l'humour pendant 15 ans comme technicien en coulisses, en régie. Et puis donc, ces amis-là du passé qui ont surgi quand j'ai fait l'appel, qui ont dit oui, ils ont tous été présents à l'appel. Et puis, ça a été un super spectacle, vraiment un succès. On a vendu la salle au complet. Même, il y a des gens qui se sont présentés à la porte, qu'on leur a retrouvé des places. Fait qu'un gros succès pour le plaisir des gens. La soirée, on avait des trucs en encan silencieux. Ça l'a vendu à des prix vraiment généreux. Fait que les gens y croient puis les gens veulent soutenir la mission. Puis c'est la première fois qu'il y avait ce genre d'événement-là bénéfice. Ça va sûrement être à refaire. On le voit bien que les gens apprécient. Mais habituellement, c'est ça, c'est vraiment juste dans le quotidien que les gens peuvent donner altruistement. Mais là, il y avait en plus un beau spectacle bénéfice avec des noms que peut-être on peut voir sur une affiche ou peu importe, mais il y avait Richardson Zephyr, il y avait Mélanie Couture, Geneviève Gagnon, il y avait Josiane Aubuchon et Stéphane Fallu, animé par Martin Vachon, que beaucoup de gens connaissent. Donc là, ça fait 5 ans maintenant. En terminant, M. Mancini, qu'est-ce qu'on vous souhaite pour les 5 prochaines années qui s'en viennent? Plus de donateurs, puis c'est vraiment pas, je dis pas ça pour mon gain personnel, mais pour que la mission puisse évoluer, parce qu'on a plein de phases. La vision comprend plein d'expansions qui nécessitent les fonds, évidemment. Puis peut-être des collaborateurs, justement, pour déléguer et avoir plus de temps sur le terrain pour aider plus de gens. Mais juste que ça continue, puis que la belle chaîne de Beau continue de s'allonger puis de rayonner de différentes façons. Donc, M. Pietro Mancini avec nous. On vous souhaite bonne chance pour la suite et à tous ceux qui aimeraient un coup de main, de vous contacter sur les réseaux sociaux ou sur votre site. Legofiable.com. Legofiable.com. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est ce qui conclut notre émission. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition du Régional. À chaque jour dans ma vallée, ma communauté. J'investis dans ces choix qui me ressemblent, qui nous rassemblent. À 2 pas de tout ce dont j'ai besoin, je vais à la rencontre de ceux qui prennent soin de moi. Fière de ma collectivité tissée serrée, je prends le temps d'échanger avec les passionnés et les passionnants. L'accueil y est chaleureux, les gens y sont généreux. Je plonge au cœur de la culture locale, de ses saveurs et de ses couleurs qui me transportent. À chaque jour, j'investis dans la vallée du Richelieu parce que choisir local, c'est gagnant. La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité.